Nous devons essayer d'apaiser les craintes d'Israël à travers des initiatives et de vrais accords entre Israël et nous. Cette déclaration n'a pas été faite par Donald Trump ou par un ami d'Israël, mais par le ministre, le chef de la diplomatie, plus exactement, Manez, Youssef Ben Aloui Ben Abdallah. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Dr Meir Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Meir, merci d'être avec Bonjour. nous ce matin. Une déclaration plutôt surprenante. Vous avez été vous aussi surpris? Alors moi non, parce que tout d'abord, ce voyage, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité moyen-orientale, intervient dans le sillage d'un rapprochement inédit entre Israël et les pays du Golfe de façon générale, mais aussi avec le sultanat d'Oman. Il faut savoir que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été l'invité d'honneur du sultan d'Oman et au mois d'octobre dernier, il y a même eu une visite d'État où le Premier ministre a été accompagné de son épouse, fait inédit dans l'histoire des relations israélo-arabes. Même dans des pays comme l'Égypte ou la Jordanie, le Premier ministre n'allait pas avec son épouse et il s'agissait rarement, d'ailleurs je ne me souviens pas d'avoir assisté à une visite d'État donc de cette nature. Et puis, alors effectivement, au premier abord, cela peut paraître surprenant. Tout d'abord, lorsqu'on sait que les pays arabes ont historiquement fait de tout rapproche de la progression dans le processus de paix une condition sine qua non pour toute reconnaissance d'Israël ou tout rapprochement avec Israël, et là, cela n'intervient pas du tout dans le cadre d'une reprise des négociations avec l'autorité palestinienne. Et puis deuxièmement, parce que on sait, bon, et on pense, et pas toujours à tort, que le rapprochement avec les pays du Golfe est motivé par l'existence d'un ennemi commun, d'une menace commune, à savoir le régime terroriste qui règne à Téhéran. Alors Et là, en l'occurrence, si vous me permettez, oui, Oman n'a pas de mauvaises relations avec l'Iran. C'est un pays qui a une longue tradition de neutralité et de pacifisme. Il n'est pas considéré comme un ennemi de la République islamique d'Iran. Bien au contraire, il entretient avec ce pays des relations privilégiées. Et Oman, c'est aussi l'un des rares pays arabes à avoir soutenu l'initiative de paix du président Sadat dans les années 70. C'est l'un des rares pays arabes à n'avoir pas rompu ses relations diplomatiques avec l'Égypte à l'issue de ces accords. C'est un pays qui a soutenu dès la première heure les accords de paix de Wadi Araba avec la Jordanie, puis le processus d'Oslo. Et c'est un pays qui n'a pas soutenu l'effort de guerre irakien lors de la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988. Donc, si vous voulez, il y a une longue tradition de neutralité. Et ce rapprochement n'est donc pas si étonnant que cela, en fin de compte. Alors, c'est pas étonnant, mais alors quand même, il faut expliquer un peu, comme vous nous l'avez expliqué, cette position de neutralité. Est-ce qu'il y a quand même derrière cela des intérêts que le sultanat d'Oman veut développer avec Israël? Alors, bien sûr, tout d'abord, il y a des menaces communes qui pèsent sur l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Alors, effectivement, la menace iranienne, là, pour le coup, n'est pas la principale source d'inquiétude pour les Omanais, qui ont des relations normales avec les Iraniens, mais il y a la menace terroriste. La menace terroriste pèse aussi lourdement sur l'ensemble de nos voisins que la menace iranienne. L'ensemble des organisations terroristes qui se sont accaparées des États, vous vous rendez compte, 4 États ont été dirigés pendant plus d'1 an par des organisations terroristes. Je pense à l'Irak, dont la moitié était sous la coupe de Daesh. Je pense à la Syrie, je pense au Yémen, je pense à la Libye. Et par conséquent, la menace terroriste aujourd'hui est plus que jamais importante. Et nous savons l'importance que joue Israël et ses services de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Et les pays qui ont de bonnes relations avec Israël ont par conséquent accès à une banque de données considérable. Mais il y a aussi d'autres raisons, des raisons aussi économiques. Israël est aujourd'hui de plus en plus présent dans des multinationales dans lesquelles il est très très gênant et pas du tout pratique de faire partie tout en n'ayant pas de relation avec des États qui en font partie. Et puis enfin, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que Israël n'est plus jeune que cela aujourd'hui. Je veux dire, on a l'habitude dans notre littérature juive, sioniste, de parler du jeune État hébreu, du jeune État juif. Et Israël aujourd'hui a plus de 70 ans.
c'est l'un des pays les plus vieux du Moyen-Orient. Israël aujourd'hui est beaucoup plus vieux que la quasi-totalité des pays du Golfe, à l'exception d'Oman et de l'Arabie Saoudite, qui les autres ont acquis leur indépendance dans les années 70. Donc contester la légitimité d'Israël aujourd'hui, je veux dire, est de moins en moins crédible et n'a pas le sens qu'il pouvait avoir auparavant. Oui, alors quand même, ces déclarations ont mis en colère certains pays arabes, en particulier la Jordanie, qui a protesté contre ces déclarations. Mais le ministre des Affaires étrangères d'Oman ne s'est pas laissé faire et donc a continué dans ses déclarations. Parlez-nous un peu justement de Youssef Ben Alaoui Ben Abdallah, le ministre omanais des Affaires étrangères. Alors, Youssef Ben Alaoui est un diplomate omanais de longue date. Il occupe ce poste de ministre des Affaires étrangères depuis 22 ans. Il est très proche du sultan d'Oman, lequel est aujourd'hui, on peut le dire, plutôt vieux, pas en très bonne santé, sans héritier. Il n'a pas d'enfant, mais il n'a pas non plus d'héritier désigné. Ce qui signifie qu'il n'y a pas que le poste de prince héritier dans ce pays monarchique est vacant. Et ce qui y accorde, bien entendu, une position privilégiée à quelqu'un comme Youssef Ben Alaoui. C'est aussi un homme extrêmement modéré qui, bien qu'ayant fait carrière essentiellement dans les pays du Golfe, il a longtemps vécu au Koweït, et donc c'est pas quelqu'un qui a été ambassadeur aux États-Unis ou dans des pays européens, mais néanmoins il a pris des positions très souvent considérées comme controversées. Il a par exemple soutenu les initiatives du président Sadat. À l'époque, il était pour des accords de paix avec Israël au moment même de négociations de Camp David, à l'époque où l'Égypte était encerclée par l'ensemble des pays arabes et finira par être expulsée de la Ligue. Il faut savoir que l'Égypte n'a pas fait partie de la Ligue arabe pendant plus de 10 ans et n'a récupéré son siège que dans le sillage de la guerre du Golfe, la guerre de libération du Koweït. Et par conséquent, donc, ce sont des positions d'une importance inédite. Et il n'y a là aucun effet de surprise, parce que ce n'est pas un retournement un petit peu comme celui de certains membres de la famille royale saoudienne. Il s'agit là d'une position bien ancrée dans la tradition omanaise. Alors, vous nous dites que c'est une position bien ancrée, que ce sultanat d'Oman a une tradition, on va dire, de neutralité. Est-ce qu'on peut s'attendre à des développements du même type dans cette région avec d'autres pays du Golfe Persique ? Bien entendu, sans aucun doute. Je vous signale quand même que notre ministre de la Culture était l'invité d'honneur d'un événement important aux Émirats arabes unis, que nos différents ministres assistent de façon périodique à des sommets internationaux dans des pays du Golfe, que le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est l'homme fort du royaume, ne cesse de courtiser Israël, que nous avons aujourd'hui des relations, y compris d'ailleurs les pays arabes du Golfe entretiennent de très mauvaises relations avec le Qatar, mais nous avons des bonnes relations avec tout le monde, y compris avec le Qatar. Un émissaire qatari a été en Israël dernièrement. Un général au grade de l'armée saoudienne également a ouvertement visité Israël il y a 2 ans, le général Anwar Eshki, alors que nous n'avons pas de relations diplomatiques avec ce grand pays arabe. Et par conséquent, bien entendu que ce rapprochement avec le sultanat d'Oman intervient dans le sillage d'un large mouvement de rapprochement avec les différents pays du Golfe. Puis j'ai envie aussi de dire une chose, c'est que nous devons arrêter de parler de pays arabes sunnites modérés, parce que ça n'a pas beaucoup de sens et je voudrais m'expliquer. Tout d'abord, Israël entretient des relations aussi bien avec des sunnites qu'avec des chiites. Par exemple, le sultanat d'Oman n'est pas un pays sunnite. C'est les Omanais ont une forme d'islam qui est un petit peu différente aussi bien de l'école sunnite que de l'école chiite. Ils sont d'obédience ibadite, c'est une minorité au sein de l'islam. Deuxièmement, parce que le principal allié d'Israël au Moyen-Orient est un pays à majorité chiite, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est un État à 70% chiite et à 30% athée, ouvertement. Donc la principale composante de ce pays est chiite et c'est notre principal allié. Nous avons des relations privilégiées avec la famille royale iranienne exilée, avec l'opposition iranienne à l'étranger qui par ailleurs
a fait partie a été invité à la conférence de Varsovie et le Premier ministre Netanyahou a eu des entretiens avec un représentant de l'opposition iranienne. Ce sont des chiites, des Iraniens. Nous avons aussi de bonnes relations avec des Irakiens chiites. Tous les Irakiens ne sont pas à la solde des Iraniens, du régime iranien, pardon, parce que notre contentieux n'est pas avec les Iraniens ou avec l'Iran, mais avec un régime terroriste qui a pris en otage l'Iran et qui est appuyé, soutenu par un ensemble de milices communautaristes au Moyen-Orient qui sont, elles, pour le coup, chiites. Mais nous avons des bonnes relations avec aussi bien des chiites que des sunnites, et certains de nos voisins sunnites nous font la guerre et souhaitent notre extermination à l'image du Hamas et d'autres groupes terroristes. Alors, est-ce que ces bonnes relations, on terminera par ça, est-ce que ces bonnes relations avec ces pays dont vous avez cité, la liste est assez longue, est-ce que cela pourrait déboucher sur des relations diplomatiques vraiment complètes, entières entre Israël et ces pays ? Moi, je pense que c'est le sens naturel des choses. La prochaine étape. Et la prochaine étape, ce sujet d'abord n'est plus un sujet tabou. On en parle librement dans les médias du Moyen-Orient. Je suis régulièrement les télévisions arabes et d'ailleurs j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site de Memri, memri.org, qui fait un travail remarquable de traduction des entretiens avec les hommes politiques arabes et on voit que ce sujet est de plus en plus débattu avec sérieux. Ce ne sont pas aujourd'hui des personnalités marginales ou farfelues qui osent en parler, mais des gens sérieux, y compris des ministres, des princes héritiers, comme le prince héritier saoudien, et par conséquent, il n'est pas du tout exclu. Toutes ces déclarations, ces visites, ces voyages, qui sont de moins en moins secrets, viennent tester l'opinion publique arabe de façon générale et du Golfe de façon particulière. Très bien, merci beaucoup, Dr Meir Masri, pour ces explications. Avec plaisir. À bientôt, bonne journée à vous. Au revoir. Merci.